Bonsoir les amis, nous voici de nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face. L'autre jour, une amie me demande conseil sur le vaccin contre le papillomavirus que l'on préconise aux jeunes adolescentes, mais aussi maintenant. Business oblige aux jeunes garçons et le comble directement aux bébés. Truc de fou. Je lui dis que c'est le pire des vaccins, interdit dans de nombreux pays car il a causé des morts directes. Mon ami est confronté, comme c'est hélas souvent le cas dans des couples séparés, à la nouvelle belle-maman de sa fille, qui, bien entendu, a fait des études, est pro-vaccin, et regarde d'un air méprisant les anti-vaccins du style « Comment de tels abrutis peuvent encore exister au XXIe siècle ?» C'est hélas le cas dans de nombreux domaines, et depuis la nuit des temps. Il y a des personnes qui ont certes suivi des études, mais qui gobent aveuglément ce que le système leur dit de gober. Il leur manque un élément fondamental, le bon sens. Ils pensent que l'industrie pharmacologique travaille pour le bien des gens, sans comprendre une seule seconde que cette industrie ne travaille que pour leur dû. Chiffre d'affaires, résultats, dividendes. Le pire est qu'ils se disent scientifiques, mais qu'ils seraient incapables de nous montrer une seule étude scientifique indépendante, donc non payée par Big Pharma elle-même, nous prouvant l'efficacité et l'innocuité des vaccins. Au contraire, il existe des milliers d'études scientifiques prouvant non seulement la totale inefficacité des vaccins, mais également leur extrême dangerosité. Il faut ici préciser quelque chose d'important. Plusieurs laboratoires pharmaceutiques dépensent des dizaines de millions d'euros par an pour vanter les mérites de traitements prescrits sur ordonnance aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi je vous cite ces deux pays? Parce qu'ils sont les seuls pays autorisant une telle pratique. Un exemple. Pour le seul mois de septembre 2018, le laboratoire américain AbbVie a investi 32,3 millions de dollars pour vanter les mérites de Lumira à la télévision rien qu'au mois de septembre. Lumira est un médicament destiné à traiter l'arthrite, la maladie de Crohn, le psoriasis ou encore la colite ulcéreuse. C'est le médicament, un des médicaments les plus vendus au monde. Avec les ventes de cette molécule, le laboratoire américain a généré plus de 14 milliards de dollars de revenus en 2016. 14 milliards de dollars de revenus sur une année. Alors, imaginez ce que c'est pour eux de dépenser 32,3 millions de dollars sur un seul mois. C'est peanuts. Mais que font-ils dans les autres pays où la publicité n'est pas autorisée? Ils restent les bras croisés? Certes non. Ils dépensent des fortunes en rétribuant des médecins, des labos, pour faire des rapports d'études sur le bienfait de leurs médicaments ou de leurs vaccins. Il faut bien comprendre cela. Si vous étiez médecin, que vous ayez fait des études longues pour en arriver là, 10 ans et plus, vous soucierez-vous de dépenser une fortune pour faire des études sur la viabilité d'un médicament ou d'un vaccin? Certainement. Et si vous étiez payé grassement pour le faire, pourquoi pas? Mais iriez-vous apporter des conclusions contraires aux intérêts de celui qui vous paye grassement? Déjà, si vous êtes médecin, vous acceptez sans broncher les directives de la pensée unique de l'ordre des médecins. Vous n'avez pas le choix. Sinon, vous êtes tout simplement radié de l'ordre. Et vous ne pouvez plus exercer. C'est pourquoi les centaines de témoignages de médecins, pharmaciens, biologistes, etc. qui vont contre les vaccins sont tous faits par des personnes à la retraite. Avant, ils ne le pouvaient pas. Dans le même contexte de la pensée unique dominante,
J'avais le choix de parler de tous les sujets qui me passionnent sur ma chaîne. Médecine alternative, remèdes anciens et oubliés, mais aussi ufologie, paranormal, hypnose, chamanisme, etc. Et là aussi, cela pose un problème. Car on trouve des personnes qui ont un peu plus de bon sens pour discuter médecine alternative, mais pas assez pour parler de ces autres sujets. Par exemple, l'un de vous a publié dans le groupe Facebook Info Vaccin France l'un de mes sujets sur les vaccins. Il a été viré et bloqué, ainsi que moi-même, par une certaine Maeva Corradini, qui pense que l'on ne peut pas parler vaccins et de sujets qu'elle considère, elle, comme idiots. Waouh! L'ouverture d'esprit est là très limitée. La stupidité immense. J'ai contacté les 6 administrateurs du groupe. Un seul m'a répondu, trouvant mes sujets super, et qu'il allait voir. Mais hélas, il ne m'a plus jamais donné de nouvelles. La dictature de l'idiotie. En France, parler de ces sujets est aussi considéré comme stupide et susceptible d'intéresser que des idiots attardés. Alors que dans d'autres pays, on en parle librement et sans moquerie. On parle même ufologie au Congrès américain, figurez-vous. Imaginez un jour le Parlement français lançant des journées sur l'ufologie. Vous pouvez rêver que ce jour n'arrive jamais. Et pourtant, les faits sont là, les preuves sont là par milliers. Là aussi, de grands scientifiques se sont penchés sur le sujet. Ils ont vite été déconsidérés. Qu'est-ce qui pousse l'être humain à être toujours aussi sûr de sa science du moment? Alors que l'histoire lui a toujours démontré que les scientifiques de pointe de chaque époque sont considérés comme des ânes aujourd'hui. Bon, pas dans tous les domaines, il est vrai. Pourquoi les scientifiques de pointe d'aujourd'hui ne seraient pas les ânes de demain? Pourquoi cela devrait changer? On ne connaît rien de l'univers. On n'en voit que 5%. On ne connaît rien du corps humain. On découvre chaque année de nouveaux organes. Mais le savent-ils seulement, ça? La médecine chinoise a 5000 ans d'histoire et on se croit supérieur à eux. L'ego, la prétention. Voilà de quoi sont remplies ces personnes. Eux savent. Oui, ceux qui ont brûlé vivant Giordano Bruno, eux aussi savaient. Mais je ne tiens pas à cette chaîne pour ce genre de personnes, mais pour ceux qui veulent une information différente et toujours sourcée. Et là, je vais vous gâter, mais vous écœurer aussi, hélas. L'Association italienne pour la liberté de vaccination, Corvelva, fondée en 1993 et composée de scientifiques et de juristes, teste la sécurité et l'efficacité des vaccins couramment utilisés, principalement pour la vaccination des enfants. Le premier vaccin qu'ils ont testé de manière approfondie est l'Infanrix Hexa, un vaccin 6 en 1 fabriqué par GlaxoSmithKline, GSK, qui est supposé contenir les antigènes suivants. Toxoïde du tétanos, de la diphtérie, de la coqueluche, souche virale 1, 2, 3 inactivée de la poliomyélite et antigène de surface de l'hépatite B. Corvelva n'a trouvé aucun de ces antigènes dans le vaccin, ce qui signifie qu'aucun anticorps ne serait créé contre les antigènes prévus. Non seulement les antigènes vaccinaux n'ont pas été détectés, mais il y avait également 65 contaminants chimiques, dont, tenez-vous bien, seulement 35% sont connus. Il existe donc 7 toxines chimiques qui ont été identifiées, provenant, sans aucun doute, de contaminants chimiques du processus de fabrication, sur le site même de fabrication du vaccin. Ces toxines ont une structure qui pourrait probablement être partiellement dérivée de la réaction du formaldéhyde, du glutaraldéhyde et du bromure des cyanogènes avec d'autres contaminants chimiques dans le vaccin. L'association Corvelva tient à souligner que la toxicité d'un grand nombre de ces toxines a été confirmée et publiée dans 2 revues scientifiques qui s'appellent PubChem et Toxnet, et que cela pose d'importants problèmes de sécurité. Pour en revenir aux 2 principes de base qui ont fait l'objet de cette analyse, l'association Corvelva réaffirme dans la récente interview accordée à la revue scientifique Nature, qui est quand même la revue scientifique numéro 1 au monde, ils disent « Nous examinons l'efficacité et la sécurité des vaccins et nous ne comprenons
pas comment ce vaccin est capable de générer les 6 anticorps protecteurs, raison pour laquelle il est conçu, et également de comprendre comment ce groupe composé de 6 antigènes neurotoxiques liés peut être revendiqué comme non toxique pour les nouveau-nés. Inforix Exa, quant à la méthode que nous avons commandée, jette des doutes majeurs sur son efficacité et sur sa sécurité. Bien entendu, pour ceux qui veulent consulter ces analyses, je vous mets comme d'habitude les liens. C'est en anglais, c'est pas grave. Ouvrez d'un côté de votre ordinateur les analyses et de l'autre, vous ouvrez Google Translate. Vous copiez-collez, mis à part quelques erreurs de syntaxe, cela traduit parfaitement bien. Et pour ceux qui se demandent, mais comment est-ce possible? Je rappelle ici que les vaccins n'ont pas besoin, comme les médicaments, d'une autorisation de mise sur le marché, ni de faire des tests au préalable. Ils n'ont même pas l'obligation de dévoiler la composition des vaccins. C'est ainsi, c'est les lois. Je vous mets même les rapports détaillés pour ceux qui veulent aller plus loin. Le 24 décembre dernier, sur leur site, Corvelva a publié une mise à jour concernant les résultats d'analyse débutés il y a quelques mois du vaccin Priorix Tetra, qui s'occupe lui de rougeole, rubéole, oreillon, varicelle, fabriqué toujours par GSK. Les analyses précédentes montraient des problèmes au niveau des mutations dans le génome des virus et au niveau des quantités absurdes d'ADN. L'extension des analyses chimiques protéines révèle la présence de traces de composés de contaminants résiduels, dont les traces du médicament Vigabatrin et Gabapentin, c'est des anti-épileptiques, d'un médicament expérimental anti-VIH, d'antibiotiques, d'herbicides, d'acaricides, c'est-à-dire pour l'insecticide pour lutter contre les acariens, de métabolites, de la morphine et de Viagra. Bah oui, c'est comme pour les produits alimentaires que vous achetez. Des fois, vous trouvez possible présence de... Et vous vous dites, qu'est-ce que vient foutre des œufs, des coques de noix, des arachides? Cela venait de la chaîne de fabrication d'avant. Comme on n'a pas pu tout nettoyer, reste possible présence de... On met ce terme comme ça. Si quelqu'un fait une allergie, bah tant pis. Non. Il était prévenu. Revenons à la demande de mon ami aux analyses du Gardasil 9, celui que l'on donne maintenant à tout va aux enfants pour lutter, soi-disant, contre le cancer du col de l'utérus. On le donne même aux garçons, allez hop, comme ça, il ne contaminera pas les filles, et bébé, même si le système immunitaire, bébé, il n'est pas encore fait, pas grave. Dans l'analyse du Gardasil 9 ont été trouvés, comme pour les vaccins antérieurs analysés, une contamination chimique du processus de fabrication, ou contamination croisée avec d'autres chaînes de production, des toxines chimiques. Et comme prévu, le Gardasil 9 est un vaccin donc anti-papillomavirus, anti-HPV, qui devrait contenir dans sa composition 9 antigènes pour 9 sous-types différents du virus HPV. Donc c'est les sous-types pour ceux que ça intéresse, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Et parmi ceux-ci, 2 n'ont pas été détectés. Alors, lesquels n'ont pas été détectés? Comme par hasard, la protéine de type 11 du virus du papilloma humain L1, l'un des sous-types associés le plus souvent aux liaisons cervicales, et le papillomavirus humain de type 58, un des sous-types le plus fréquemment, justement, associé au cancer du col de l'utérin. Ces deux sous-types n'ont pas été détectés avec la méthode utilisée, contrairement effectivement aux 7 autres qui étaient présents. Alors, ils ont trouvé quoi comme contaminant chimique? Alors là, asseyez-vous si vous ne l'êtes pas. 338 signaux de contaminants chimiques ont été détectés, dont 22% sont connus. Parmi ces signaux ont également été identifiés 10 toxines chimiques provenant probablement du processus de traitement des antigènes. En conclusion, le Gardasil 9, ainsi que les hexavalents, Exion, Inforix, Exa, ainsi que le quadrivalent Priorix Tetra, selon la méthode que l'association avait commandée, laisse planer d'énormes doutes sur l'efficacité et la sécurité. Franchement, êtes-vous prêt pour soi-disant protéger votre enfant
du cancer du col de l'utérus a injecté 338 composants chimiques, tout en ayant à l'esprit que l'antigène principal ciblé contre le cancer du col de l'utérus est absent. Ces produits, comme tout autre produit pharmaceutique, présentent des effets indésirables et peuvent évidemment déclencher des réactions de type différent et très graves. Si l'efficacité est mise en doute par l'absence d'un ou plusieurs antigènes par rapport à ce que le fabricant déclare, il doit en être fait foi auprès de ceux qui subissent leur administration. Sinon, ce serait un comportement frauduleux de la part de ceux qui le vendent et qui l'administrent. Je rappelle que ce vaccin a causé de nombreuses morts dans le monde. Mais le lien de causalité étant bien évidemment, comme pour les cas d'autisme, toujours difficile à évaluer. Surtout si on retrouve dans le corps de la personne 338 produits chimiques dont on ne savait pas avant cette étude qu'ils étaient dans le vaccin. On peut ainsi penser que la personne est morte d'absorption de substances illicites. On étudie la possibilité de se faire encore plus d'argent en créant, par exemple, le vaccin contre la scarlatine. Ben voyons, n'ayons peur de rien, même du ridicule, vu que c'est une maladie à bactéries. Une maladie qui, comme la varicelle et la rougeole, sont indispensables aux enfants. C'est elles qui vont développer et entraîner leur système immunitaire. Croyez-moi que lorsque cette nouvelle pompe afrique, c'est-à-dire le vaccin contre la scarlatine, sera effective, quelques mois avant, on va diaboliser la scarlatine et lui faire subir le même traitement médiatique que la rougeole et la varicelle. D'horribles maladies. Je vais vous montrer un schéma. Vous avez en ordonnée les cas pour 10 000 personnes. Et vous avez en abscisse les années, ça commence de 1900 et jusqu'à 1963. C'est pas la peine d'aller plus loin puisqu'il n'y a plus rien. Alors on dit, bah oui, bah, l'introduction des vaccins a fait chuter les maladies. Bon. Donc en vert, la courbe vert, c'est en anglais, c'est measles. Measles, c'est la rougeole. En orange, c'est scarlet fever, c'est la scarlatine. En bleu foncé, c'est la typhoïde. En orange clair, c'est whooping cow, c'est la coqueluche. Et en bleu clair, c'est la diphtérie. Et vous voyez tous que c'est tous une courbe largement descendante. D'accord ? Vous avez l'introduction en 1920 du vaccin contre la diphtérie. Donc évidemment, tout de suite après son introduction, vous avez un pic, hein, parce que ça reprend, parce que certains la chopent, hein, c'est comme pour la grippe, vous faites vacciner contre la grippe et vous prenez la grippe, pour certains, pas tous. Et puis après, vous voyez qu'en fait, s'il n'y avait pas eu ce pic de la vaccination, c'était une courbe tout à fait descendante. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que c'est grâce au vaccin contre la diphtérie que ça a chuté comme ça ? Si vous prenez, évidemment pour la scarlatine, il n'y a pas de vaccin encore, hein, mais vous voyez que la courbe de la scarlatine, même sans vaccin, eh ben, elle diminue. Elle a des pics, elle diminue. Pour la typhoïde, ça diminue. Pour la coqueluche, ben, vous voyez qu'on l'a introduit quand elle était déjà tout bas, et pour la rougeole, on l'a introduit quand elle était déjà tout en bas. Tout en bas. Bon, maintenant, en regardant ce schéma, votre bon sens vous dit quoi là? Alors évidemment, on vous présente des tableaux, par exemple pour la diphtérie, eh bien, on va prendre non pas le tableau qui date qui commence à partir de 1900, mais on va le prendre à partir de la pointe là. Vous voyez, on va prendre de la pointe ici, et on va de la pointe juste après l'introduction du vaccin en 1920. Et on va dire, ben voilà, on a introduit la diphtérie, et poif, ça a chuté. On vous dit, ah ouais, d'accord, super, génial. Et pour les autres, c'est pareil. On va évidemment non pas prendre une échelle aussi grande, on va prendre des échelles beaucoup plus petites en ordonnée, et puis on va commencer, parce que vous allez voir partout ce pic de la diphtérie, vous allez le voir aussi pour la coqueluche, vous allez le voir pour la rougeole, juste après la vaccination, il y a toujours un pic. Donc on va prendre le sommet de ce pic qui est après la vaccination, et on va vous dire, regardez comme ça a descendu, parce que ça descend tout seul. Qu'est-ce qui change là par rapport
1900, 1930, 40, 1960. Là, figurez-vous que l'hygiène, d'accord? Aujourd'hui, vous allez faire vos courses, vous prenez des aliments qui sont aseptisés, qui sont dans des réfrigérateurs pour la plupart. Vous rentrez vite chez vous, vous les mettez dans votre réfrigérateur. Vous ouvrez l'eau du robinet, vous avez de l'eau potable. Vous vous brossez les dents, vous avez de l'eau potable. Avant, il n'y a rien de tout ça, quoi. Vous voulez consommer quelque chose dans votre frigo, vous regardez la date de péremption si elle n'a pas dépassé. Mais avant, vous achetiez un saucisson, vous ne saviez pas si vous alliez le chercher dans la cave, s'il était là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous le mangiez, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas d'hygiène, il y avait de l'eau, on l'allait la chercher au fond du pied. On croit que c'était il y a 1000 ans. Non, 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 non. Non, c'était pas il y a 1000 ans, quoi, non. Et donc, l'hygiène, énormément fait. Allez, prenez tous vos vaccins, allez vivre 1 mois dans la forêt amazonienne ou même dans la forêt ici en France, à boire de l'eau que vous trouvez, à ne pas utiliser de frigo, à ne pas savoir si les produits que vous mangez sont péremptés ou pas. Vous allez voir si vous tombez pas malade malgré tous vos vaccins. Non, je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce qu'on pourrait faire une émission de 24 heures sur les vaccins. J'en ai déjà fait 3. Mais allez, juste pour vous, je vous mets en plus des liens pour ceux qui veulent aller plus loin dans le descriptif de les vidéos. J'en mets 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets une nouvelle étude scientifique publiée dans les archives de l'Académie nationale des sciences révèle que les personnes vaccinées contre la grippe émettent, tenez-vous bien, 630% de plus de particules virales dans l'air que les individus non vaccinés. Vous croyez que c'était une blague? Non, je vous mets le lien. Un lien de la CNBC. Des preuves scientifiques démontrent que les individus vaccinés avec des vaccins contenant des virus vivants comme le RRO, qui est, je vous le rappelle, rougeole, rubéole et rayon, rotavirus, varicelle, zona et grippe, peuvent exécrer le virus pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et donc infecter les vaccinés ainsi que les non-vaccinés. Le site de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis a publié un article en mars 91 à propos d'une flambée de cas de rougeole dans un collège du Colorado qui a fait 84 malades chez les étudiants, qui étaient à 98% vaccinés contre la maladie. Des étudiants vaccinés contre la coqueluche ont contracté la maladie dans une école de Californie à l'intérieur de laquelle 99,5% de la population étudiante était adéquatement vaccinée. Et je vous rappelle, un vaccin, c'est quelque chose de... La vaccination, c'est quelque chose de grave. À chaque fois que je pose la question à une personne en disant « Mais le vaccin, il vient d'où? Tu sais ce qu'il y a dedans ?» Il me regarde toujours de bizarre. Ben non, je dis « Qu'est-ce qu'il y a dedans dans le vaccin ?» En fait, on donne la maladie, mais elle est atténuée. D'accord. Et donc, la maladie, on la donne comment? C'est le virus. Et le virus, il vient d'où? Le virus, il vient du laboratoire. D'accord, mais le laboratoire, avant qu'il arrive au laboratoire, il est venu d'où? Je sais pas. Et comment on le rend pas agressif? On l'endort. On l'endort, mais on l'endort comment? Je sais pas. Donc, les virus sont cultivés. Donc, ils sont cultivés dans des œufs de poule, du foie de cochon, des reins de singe, verts. Alors déjà, avant, pour les musulmans, vous mangez halal, du foie de cochon, des virus. Donc, ils sont élevés là-dedans. Et ensuite, on les endort avec toutes les saloperies, quoi. Borate de sodium, formol, aluminium, et toutes ces saloperies-là. Et donc, on vous injecte. Ok? Et le système immunitaire d'un bébé n'est pas fait. Le bébé prend des anticorps du lait maternel.
Aucun bébé n'a de système immunitaire avant 6 mois, 1 an. N'importe quel médecin vous dira ça. Donc voilà, je vous laisse consulter. Je vous mets des tonnes de documents. C'est scientifique, hein, c'est pas du oula oula. C'est pas une thèse conspirationniste, hein. Non, c'est des études scientifiques, il suffit de les faire. Bon, il faut des sous, hein, c'est sûr. Donc cette association, elle est super, elle fait un travail vraiment génial. Elle est en Vénétie et ils ont obtenu déjà de vos. Il y a plein d'autres, hein, j'aurais pu vous parler de plein d'autres analyses de vaccins. Allez sur leur site. Google Translate est votre ami, donc vous allez trouver plein de vaccins certainement que vous connaissez bien, qui ont été analysés, et ce n'est que le début, puisqu'elle reçoit des sous, et avec des donateurs privés, parce que les gens commencent à s'inquiéter, commencent à comprendre qu'on leur raconte que des conneries. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle émission. Je suis en train de travailler sur une émission assez sympa, mais je vous en dirai plus bientôt. À bientôt, ciao ciao.